Amis combattants de la liberté, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue sur Pan-African Media. Il est 20 h, c'est l'instant d'information sur votre chaîne. À la une de l'actualité, coopération États-Unis et pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est la tempête. Le pays de l'oncle Sam tente de redorer son image en envoyant son secrétaire d'État Anthony Blinken sur le terrain. Il est depuis quelques jours dans cette partie ouest africaine pour tenter de se réconcilier justement avec les différents pays de l'AES. Nous faisons le point dans cette édition d'information. Et puis, dans la page sportive du journal, nous allons parler de cette affaire de la CAF qui ouvre l'enquête dans cet incident d'après-match RDC-Maroc. Mesdames, Messieurs, voilà les principaux titres de cette édition, le développement dans un instant. Une fois de plus, bonsoir. Ouvrons cette édition d'information au pays de Modibo Keïta, le président de la transition, son Excellence, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, a procédé le lundi 22 janvier 2024 à la mise en route des nouveaux ambassadeurs du Mali en Allemagne, en Éthiopie et au Maroc. L'objectif étant de multiplier des partenaires stratégiques afin que le pays retrouve son essor du développement. Plus de précisions, c'est dans ce reportage. Avant de rejoindre le poste respectif, les trois nouveaux diplomates ont exprimé leur gratitude envers le président de transition pour la confiance qu'il leur a témoigné. Ils ont également sollicité ses directives et son soutien pour renforcer les relations de coopération entre leur pays d'accueil et le Mali. Les trois diplomates maliens vont désormais représenter leur pays dans les différents pays d'accueil. Ils sont entre autres Cheikh Mahamadou Chérif Keïta, nouvel ambassadeur du Mali en Allemagne et résident à Berlin. À Addis Abeba, le représentant malien est désormais dirigé par Amadou Diallo. Cette juridiction englobe 6 pays, à savoir l'Éthiopie, le Kenya, la Tanzanie, Djibouti, la Somalie et le Ouganda. Elle couvre également 4 organisations internationales, l'Union africaine, la Commission des Nations Unies pour l'Afrique, le Programme des Nations Unies pour l'environnement et l'ONU Habitat. Les 3 ambassadeurs retenus en audience par le président de transition ont été désignés par le Maroc dans le royaume chérifin. Les 3 personnalités représenteront l'État malien dans leur pays d'accueil avec pour objectif le renforcement de la coopération avec ces pays et ces organisations internationales afin de consolider l'ouverture du pays au monde. À Addis Abeba comme à Berlin, en passant par le royaume chérifin, chacun des ambassadeurs doit être la voix du Mali en transmettant aux partenaires les 3 principes qui guident désormais le pays, notamment le respect de la souveraineté nationale, le respect des choix stratégiques et du choix des partenaires opérés par le Mali, la défense des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises. Les différents diplomates ont déjà pris fonction respectivement dans le pays d'accueil. Eh bien, Monique Wam, nous disons à votre suite que le système nul n'est censé ignorer la loi s'acte désormais au Mali. Et cette fois-ci, c'est l'ex-ministre de l'eau et de l'énergie Seydou Traoré qui répond de ces actes à la justice. Accusé de détournement de fonds publics, ce dernier a été placé sous mandat de dépôt hier. Plus de précisions avec Fabiola Dombe. Lamine Seydou Traoré est sur les collimateurs de la justice. Placé en garde à vue le 12 janvier dernier, l'ancien ministre malien des Mines, de l'Énergie et de l'Eau a vu son sort scellé le lundi 22 janvier. Après plus de 10 jours d'interrogation au sein du pôle national économique et financier, les juges de la Cour suprême ont décidé de le placer sous mandat de dépôt dans le cadre d'une affaire impliquant 29 groupes électrogènes et des transformateurs. Les chefs d'accusation retenus contre Lamine Seydou sont entre autres
faux et usage de faux, ainsi que atteinte aux biens publics. Comme l'ex-ministre, l'ex-directeur administratif et financier, devenu conseiller du directeur général, Boubacar Diallo, et la secrétaire générale de la société EDM SA, Amina Ignan, et le chef du département juridique, Joseph Terra, ainsi que plusieurs d'autres de la société EDMA SA, ont subi le même sort. Ces arrestations marquent un tournant dans la lutte contre la corruption et les détournements de fonds publics au Mali. Le colonel Assimi Goïta, récemment lors de son discours à la nation, avait promis que l'impunité sera révolue. Ces actions judiciaires en cours démontrent la ferme volonté de faire la lumière sur des affaires délicates et de punir les coupables. Le peuple malien peut donc se réjouir du nouveau visage du Mali et se glorifier des paroles du colonel Assimi Goïta. La justice, affirmée comme une priorité, semble œuvrer pour mettre fin à l'impunité et à la délinquance financière dans le pays. En Guinée-Bissau, le président Embalo annonce une possible élection législative vers la fin de cette année. L'annonce indique que ces élections auront lieu entre le mois d'octobre et novembre prochain. Une décision qui fait allusion au retour à l'ordre constitutionnel dans le pays. Plus de précisions, c'est avec Fabiola Dombe. Vers un retour à l'ordre constitutionnel en Guinée-Bissau, le président bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo a annoncé que les élections législatives auront lieu au pays entre les mois d'octobre et novembre prochain. Pour le patron de la Guinée-Bissau, il est préférable d'organiser les élections après la saison de pluie. Il est à noter que ces propos du président Embalo interviennent un mois après la dissolution du Parlement dans des circonstances qu'il avait qualifiées de coup d'État. En effet, après que la capitale bissau-guinéenne, Bissau, a été le théâtre des tirs nourris en décembre dernier près de la caserne de la garde royale, une situation qui a causé des pertes en vies humaines, le président bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo avait dissous le Parlement dominé par l'opposition 3 jours après avoir dénoncé une tentative de coup d'État dans le pays. De plus, il avait annoncé que la date des prochaines élections législatives sera fixée le moment opportun conformément aux dispositions de la Constitution. Le mois d'octobre ou celui de novembre serait donc ce moment opportun. En rappel, les dernières élections législatives bissau-guinéennes, organisées le 4 juin 2023, avaient été remportées par la coalition PAI Terra Ranka de l'opposition qui avait obtenu 54 sièges sur les 102 que compte le Parlement du pays. Au Libéria, après avoir renversé George Weah Mandong au cours d'une élection présidentielle âprement disputée, Joseph Boakai a prêté serment pour son accession à la présidence. La cérémonie d'investiture s'est tenue le 22 janvier 2023 à Monrovia. Plus de précisions, c'est dans cet élément. C'était devant une parterre d'invités et des chefs d'État étrangers, ainsi que de grandes personnalités africaines comme le président de l'Union africaine, que le président élu du Libéria, Joseph Boakai, a prêté serment le lundi 22 janvier à Monrovia pour un mandat de 6 ans après sa victoire fin novembre sur le chef de l'État sortant, George Weah. Comme durant sa campagne, Joseph Boakai a rappelé que la lutte contre la corruption sera l'un de ses combats et indiqué qu'il allait mettre en place un plan pour une transition douce et pacifique. Il a aussi dit qu'il mènerait une réforme radicale de la sécurité et de la justice et ferait respecter l'état de droit. De plus, Joseph Boakai a insisté sur la nécessité de reconstruire les infrastructures défaillantes, d'améliorer les services de base pour tous et de donner les mêmes chances de réussite à tous les Libériens. En rappel, le vétéran de la politique libérienne, vice-président de 2006 à 2018 sous la présidence de Ellen Johnson,
et serviteur de l'État pendant plus de 40 ans, a remporté au second tour la présidentielle le 14 novembre avec 50,64% des voix contre 49,36% pour son adversaire, l'ex-star du football, selon les résultats du scrutin. Weah, qui avait battu Boakai en 2017 au second tour, a reconnu sa défaite avant l'officialisation de sa victoire. Cependant, l'investiture de Joseph Boakai n'a pas été sans controverse. Le nouveau président, âgé de 79 ans, a dû faire 2 pauses pendant son discours en raison de problèmes de santé, suscitant des inquiétudes parmi ses opposants qui doutaient de sa capacité à assumer pleinement les responsabilités de sa fonction. Néanmoins, cette cérémonie d'investiture marque ainsi le début d'un nouveau chapitre pour le Libéria dans l'espoir d'une gouvernance responsable et d'une amélioration des conditions de vie pour tous les citoyens du pays. Le monde a désormais les yeux tournés vers cette jeune démocratie, attendant avec impatience les actions et les décisions de son nouveau président. Nous le disions en titre, coopération États-Unis-Afrique de l'Ouest, tournée d'Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, veut justement redorer la place de son pays dans cette partie de l'Afrique. Le secrétaire, il est actuellement en tournée en Afrique de l'Ouest, question de renforcer les liens entre son pays et ceux de la région de l'Ouest. Plus de précisions, c'est dans ce reportage. L'autorité des États-Unis est de plus en plus menacée en Afrique. Pour essayer de remédier à cela, le secrétaire d'État américain a effectué une visite d'une semaine dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, question de raviver les liens entre son pays et ceux de la région. Ainsi, l'envoyé spécial des États-Unis a au programme 4 pays auxquels il doit s'arrêter. Il s'agit du Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, le Nigeria et l'Angola. 4 pays où Anthony Blinken va essayer de renforcer les relations économiques et commerciales. La première étape de la journée, le Cap-Vert, est déjà validée. Le secrétaire d'État américain se trouve actuellement en Côte d'Ivoire où il a déposé ses valises le lundi soir. Notons que la présence de Blinken en Afrique est un déplacement qui intervient dans un contexte de forte présence russe et chinoise dans la région. La Russie, qui d'année en année gagne du terrain dans un certain nombre de pays d'Afrique francophone, parvenant à se créer une véritable assise sur le continent. Une position que Moscou cultive grâce à ses relations privilégiées avec le Burkina Faso, sans oublier la récente présence des soldats du groupe paramilitaire Wagner en Centrafrique et au Mali. Et c'est ainsi précisément pour cette raison que les États-Unis ne comptent pas céder du terrain aux 2 géants. La tournée vise donc de maintenir l'influence de Washington face au continent. Après donc une balade d'informations dans l'Afrique de l'Ouest, nous voudrions bien, n'est-ce pas, quitter cette partie de l'Afrique avec cette information au Burkina Faso. Créée seulement il y a quelques jours, l'usine de traitement des résidus miniers baisse opérationnelle. Le président de transition, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a procédé au lancement des activités de l'usine justement de l'entreprise Golden Hand SA ce mardi 23 janvier 2024 dans la zone industrielle de Kosodo à Ouagadougou, localité qui va désormais abriter cette industrie. Ce lancement intervient 2 mois après la pose de la première pierre de l'usine de raffinerie d'or et l'usine de transformation de la tomate. Et celle-ci a été créée officiellement il y a quelques jours seulement, dont l'annonce a été faite hier, lundi, par le ministère des Mines du Burkina Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État du Burkina, concrétise des actions que d'autres en ont fait une théorie pendant des années. Dans la suite du journal, nous voici en République démocratique du Congo et parlons cette fois-ci de ces conflits qui perdurent dans l'est du pays. À l'occasion de sa réélection à la tête de l'État,
Antoine Félix Tshisekedi, lors de son investiture, a promis aux Congolais de rectifier le tir par rapport au manquement au courant du précédent mandat. Et pour cela, pour résoudre ce conflit dans l'Est, la voie de dialogue peut apaiser les tensions, comme certains le prônent dans ce reportage. La guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo prend plus du temps et les populations sont dans le désarroi. Tous les regards sont tournés vers les autorités compétentes afin qu'une solution durable puisse trouver. Dans ce conflit, les points de vue du peuple congolais sont plus orientés vers la recherche des solutions. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, reçu en audience hier, lundi 22 janvier 2024, par le président réélu Antoine Félix Tshisekedi, a tenu à exprimer son profond sentiment. Suite à sa réélection, au cours de l'audience, les deux hommes d'État ont évoqué le sujet relatif à la guerre dans l'Est. Pour Blinken, l'initiative de résoudre ce conflit par la voie du dialogue est la meilleure. Il encourage d'ailleurs Tshisekedi à privilégier ce recours pour apaiser les tensions avec Kigali. Blinken a également exhorté au chef d'État congolais à donner suite aux préoccupations soulevées par les observateurs internationaux concernant le scrutin en renforçant la confiance dans le processus électoral à venir, et ceci va contribuer à la stabilité sociopolitique du pays. La région de l'Est de la RDC a été le théâtre des conflits violents et des violations des droits de l'homme. Pendant de nombreuses années, le secrétaire d'État américain et le président Tshisekedi ont convenu de la nécessité de trouver une solution diplomatique pour mettre fin à cette crise et instaurer la paix et la stabilité dans la région. Une main tendue aux dirigeants rwandais que le président congolais Félix Tshisekedi accuse régulièrement d'appuyer les terroristes du M23. L'ONU et les ONG renforcent également les soupçons de soutien militaire de Kigali à cette milice accusée d'atrocités. Dans le cadre de l'apaisement prôné par Blinken, le secrétaire d'État américain au cours de l'audience a réitéré la bonne volonté de son pays de voir les deux pays cohabiter comme de bons voisins. Par là, les États-Unis d'Amérique s'engagent à améliorer les relations entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Parlons de la coopération Tchad-Russie. Vladimir Poutine s'entretiendra le 24 janvier avec le président du Tchad, donc demain. En visite officielle, le président de transition, général Mahamat Idriss Déby, a quitté N'Djamena ce matin pour Moscou. Sur l'invitation du président de la République fédérale de Russie, Vladimir Poutine, le chef de l'État effectue une visite officielle dans la capitale russe dont le dialogue portera sur les relations russo-tchadiennes. Il est prévu de discuter des perspectives de développement de relations dans différents domaines ainsi que des questions à l'ordre du jour donc régional et international. La visite de Mahamat Déby permettra au Tchad de forger de nouvelles alliances. Rappelons que la France n'a pas soutenu la candidature du président à l'élection présidentielle. Cette visite de N'Djamena à Moscou est un signe de changement géopolitique. Une question que nous tenterons de répondre dans nos prochaines éditions. Mesdames, Messieurs, parlons sport, parlons de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Une enquête a été ouverte par la CAF pour éclaircir l'échauffourée qu'il y a eu dimanche dernier entre le sélectionneur de l'équipe marocaine et le capitaine de l'équipe de la République démocratique du Congo. C'est ce qui ressort d'un communiqué dans cette institution de football datant du 23 janvier 2024. Fabio Ladombe nous en dit plus. La fin de match très tendu entre le Maroc et la République démocratique du Congo ne sera pas sans conséquence. La Confédération africaine de football a annoncé l'ouverture d'une enquête contre la Fédération royale marocaine de football et la Fédération congolaise de football après les incidents qui ont marqué la fin de la rencontre entre le Maroc et la RDC dimanche dernier, comptant pour la deuxième journée de la phase de poule de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. C'est ce qui ressort d'un communiqué de la CAF datant du 23 janvier 2023. Pour la petite histoire, au coup de sifflet final,
Une altercation avait éclaté entre le capitaine de la RDC, le Marseillais Chancel Bemba, et le sélectionneur des Lions de l'Atlas au moment de leur poignée de main. Le reste des joueurs et des staffs étaient alors intervenus sur la pelouse du stade Laurent Pocou de San Pedro dans la confusion. Les deux principaux protagonistes avaient ensuite donné leur version par médias interposés sur le départ de l'embrouille, issu d'un temps additionnel déjà houleux entre les deux hommes. Et d'après Bemba, le sélectionneur marocain aurait tenu des propos discourtois à l'endroit du capitaine congolais. Pour essayer de calmer le jeu, le lundi 22 janvier au soir, la fédération marocaine a prôné pour l'apaisement dans un communiqué officiel de la mise au point. Elle a notamment rappelé les relations particulières et historiques entre le Royaume du Maroc et la République démocratique du Congo, ainsi que les liens fraternels entre les peuples des deux pays, et aussi déploré sans être dans la logique de l'accusation tous les actes antisportifs ayant suivi ce match. Merci Fabiola Dombe. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition d'information du 23 janvier 2024 sur Pan-African Media. Prenons rendez-vous demain à la même heure, même chaîne de télévision, la chaîne, votre chaîne de combat. Bonsoir à tous.